On génère en ce moment 15 000 € par semaine chez Scalebametrics, mon agence, et ça sans utiliser la publicité, avec une toute petite équipe de moins de 5 personnes. Et ça, c'est du nouveau cash, c'est-à-dire des nouveaux clients que l'on signe. C'est pas du recurring d'anciennes entreprises avec qui on bosse depuis des années. Et vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes résultats tant que vous appliquez les bons process et les bons systèmes. Alors prenez des notes, mais surtout appliquez ce que je vais vous expliquer, parce que ça ne sert à rien de regarder des vidéos telles que celle-ci si on n'en fait rien de l'information. Alors, dans cette vidéo, on va d'abord démarrer par les fondations. Lorsqu'on est de 0 à 15 000 € par mois, il y a des bases essentielles. Et même si vous êtes au-dessus des 15 000 € par mois, il est possible que vous n'ayez pas encore ces bases en place. Et si vous n'avez pas les bases, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc c'est important de revenir sur ces concepts de base. Ensuite, on va parler de la théorie des contraintes. Peut-être que vous connaissez la théorie des contraintes qui a été popularisée par Alex Hormozy, un grand entrepreneur américain. Mais c'est une des théories qui m'a permis de mettre en place les frameworks et les process pour passer dans la braquette supérieure des 15 à 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Une fois qu'on aura abordé la théorie des contraintes, il faut comprendre que lorsqu'on scale et qu'on ajoute des dizaines de milliers d'euros par mois de nouveaux cash collectés à son business, il y a des problématiques qui vont se créer. Vous allez avoir des problématiques de scaling, du recrutement, des process. Toutes ces choses-là vont commencer à casser et il va falloir vous entourer des bonnes personnes. Mais aussi savoir utiliser l'IA pour être efficace et aller plus vite que vos concurrents. La raison pour laquelle on peut faire autant d'argent chez Scalebametrics avec une équipe de 3-4 personnes, c'est parce qu'on a des process en béton, mais surtout qu'on utilise l'IA pour aller hyper rapidement. J'en parle beaucoup sur la chaîne et je vais essayer de revenir sur ces concepts au sein de cette vidéo. Finalement, si ça vous intéresse, nous, on veut essayer d'aller chercher les 100 000 € par mois dans les prochains mois. Et donc, je vais vous parler de nos learnings et des next steps pour Scalebametrics pour aller chercher ces fameux 100 000 € par mois. Alors, de 0 à 10 000 € par mois, il faut suivre la règle du 1-1-1. Gros disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est juste que c'est mon expérience que moi j'ai fait et ce que j'ai vu me fonctionner chez des dizaines de clients, mais aussi des dizaines d'autres entreprises, d'entrepreneurs que je connais, avec qui je réseaute. La règle du 1-1-1, elle est simple, c'est un produit ou un service, un avatar client et un seul canal d'acquisition. Et attention, si vous faites déjà 10 000 € par mois ou plus, mais que vous n'avez pas une acquisition maîtrisée, vous avez besoin de ces bases. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est possible, certains d'entre vous qui regardent la chaîne, vous avez des recommandations, du bouche à oreille, vous avez un réseau, vous avez peut-être même des clients qui vous payent depuis longtemps et qui vous payent en recurring tous les mois, mais vous n'avez pas une acquisition qui est maîtrisée et prévisible. Et donc, même si vous faites 15, 20 cas, même 100 cas par mois, mais que vous n'avez pas ces bases, en fait, c'est comme si vous commenciez à zéro parce que vous avez besoin de construire votre système d'acquisition depuis le début. Et donc, pour signer des clients, ce qu'il vous faut, donc ça, le petit bonhomme, c'est un client, ça, c'est votre entreprise. Entre vous deux, ce qu'il vous faut, c'est de l'attention. Votre client ou votre futur client, en tout cas, a besoin de porter son attention sur votre business pour qu'il décide de prendre un rendez-vous de vente avec vous et que vous puissiez le closer. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment avoir de l'attention? Eh bien, dans l'industrie dans laquelle on est aujourd'hui, dans notre ère, il y a 4 façons d'avoir de l'attention. Il y a l'attention mécanique, il y a l'attention achetée, il y a l'attention empruntée et l'attention organique. Alors, l'attention organique, vous le savez déjà, c'est créer du contenu. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur YouTube. Donc, LinkedIn, c'est pour les personnes en B2B. YouTube, c'est excellent pour le B2B et le B2C. Et Instagram et TikTok, c'est surtout pour le B2C. Après, il y a l'attention mécanique. C'est tout ce qui est prospection. Vous allez devoir mettre en place des choses, faire des efforts, mettre des inputs pour avoir des outputs. Donc, les outputs qui seront les rendez-vous de vente. La prospection, ça peut être le cold email, comme on en parle sur cette chaîne toutes les semaines. Ça peut être des DM LinkedIn ou Instagram. Ça peut être du cold calling. On s'en fout. L'essentiel, c'est faire du volume et surtout aller chercher beaucoup de personnes qualifiées pour leur proposer de prendre des rendez-vous avec vous. On a l'attention achetée. Donc, c'est la publicité. Ça peut être Meta Ads, ça peut être YouTube Ads, ça peut être Google Ads. Et finalement, l'attention emprunté, c'est-à-dire une audience qui ne vous appartient pas, que vous n'allez pas acheter à l'aide de la publicité, mais plutôt louer de chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand on va faire des podcasts dans une autre chaîne, c'est quand on fait des collaborations ou des partenariats. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est emprunter l'attention d'un autre business pour la mettre sur le vôtre. Et en fait, dans cette phase de 0 à 10 000 € par mois, vous avez en général pas beaucoup d'argent, mais vous avez beaucoup de temps et vous avez juste pas de réseau ou très peu de réseau. Et donc, utiliser la publicité ou l'attention empruntée risque d'être extrêmement difficile. Ce qui vous laisse avec de l'attention organique et de l'attention mécanique. Voici ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré et c'est ce que je vous recommande aussi. La première des choses, c'est d'ouvrir un canal organique. Au moins un, au minimum un. J'adore créer des vidéos YouTube, donc j'avais utilisé YouTube quand j'ai démarré. En fonction de votre préférence, je vous recommande YouTube en numéro 1 si vous êtes OK à l'idée de faire des vidéos, ou LinkedIn qui est une excellente plateforme aussi, mais ça pourrait être votre numéro 1 aussi en vrai si vous êtes en B2B. Si vous êtes en B2C, Instagram, ça pourrait être une très bonne idée aussi.
Donc une fois que vous avez ouvert votre canal organique, il faut démarrer les process de prospection. Si vous êtes sur YouTube, en fait, vous ne pouvez pas DM votre audience. Votre audience, elle voit vos vidéos, donc il va falloir prospecter autrement. Et moi, ce que je vous propose de faire toujours sur cette chaîne, c'est du cold email. Pour moi, c'est la meilleure manière de prospecter aujourd'hui parce que c'est automatisé, parce que c'est scalable et que derrière, ça peut vous permettre de générer 5, 10, 15, 20 rendez-vous par mois et signer déjà 2, 3, 4 clients supplémentaires par mois sans que vous ayez à mettre un effort considérable. Si vous êtes sur Instagram ou LinkedIn, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez communiquer par DM avec votre audience. Et donc, vous pouvez DM votre audience ou compléter le volume avec du cold email ou faire les deux. Donc, une fois qu'on a ouvert un canal organique, qu'on démarre des process de prospection, il faut, selon moi, avoir une intro offer qui va convertir du trafic froid. Alors, ça veut dire quoi ce charabia? Une intro offre, c'est quoi? C'est une offre qu'on met en place parce que personne ne nous fait confiance sur le marché pour le moment. Et une offre d'introduction va vous permettre d'engager la relation avec un client, qu'on vous paye pour un premier service, mais que ce ne soit pas trop engageant, trop contraignant ou qu'il y ait trop de risques sur votre client. Ça peut être des audits payants, ça peut être faire des proof of concept de forme d'1 mois ou 2 mois pour tester votre solution, ça peut être de travailler à la performance, ça peut être de faire une mise en place et derrière d'essayer de leur upsell le consulting ou l'opérationnel de la chose que vous avez mis en place au sein de leur business. En bref, il vous faut une intro offer parce que si vous êtes à ce stade, entre 0 et 10 000 euros par mois, vous n'avez pas encore beaucoup de preuves sociales, ça va être difficile de convaincre une boîte de vous payer 2 000 euros par mois en recurring. Alors que si vous proposez quelque chose qui va, je sais pas, un audit ou un setup à la performance qui va leur coûter 2 000 ou 2 500 balles et que derrière, à la fin, s'ils ne sont pas satisfaits, ben, ils peuvent juste s'arrêter, ça va être beaucoup plus simple de leur vendre votre solution. Alors, il est primordial de collecter au minimum 2 000 à 2 500 euros par client en upfront, sinon vous ne pourrez pas avancer. Parce que c'est trop difficile de faire scaler une boîte si vous collectez 500 balles ou 800 balles en upfront, à moins que vous ayez des budgets marketing de plusieurs millions d'euros et que vous pouvez dépenser énormément en publicité. Si vous vous basez sur ce type de stratégie, il faut un minimum de 2000 à 2500 euros par expérience pour avoir assez de cash pour scaler votre entreprise. Et une fois que vous avez fait tout ça, en fait, votre seul et unique objectif, ça va être de collecter des interviews clients sous une forme vidéo. Si vous allez sur notre site, vous avez une tonne d'interviews clients de personnes qui disent « Merci Scaleba-Metrics, j'ai généré des dizaines de milliers d'euros par mois grâce à vos stratégies. On recommande n'importe qui de bosser avec vous. » Et c'est ça qui crée de la confiance parce qu'il y a tellement de personnes sur ce marché qui créent du contenu, on ne sait même plus à qui faire confiance. Et c'est ce genre de vidéos qui va en fait tout simplement élever le niveau de conscience que va avoir le marché envers votre entreprise. Et votre entreprise doit devenir une réelle machine à collecter des interviews clients. C'est la chose qui a le plus impacté mon business au début. Donc si vous avez atteint ce cap, donc vous êtes aux alentours de 10K, 15K par mois, c'est pas trop stable. Bon déjà félicitations, parce qu'on essaie de nous faire croire sur internet que 10 000 balles par mois c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est faux. Premièrement, c'est pas facile à faire et deuxièmement, c'est déjà pas mal. Mais si vous stagnez là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment, vous avez déjà une offre qui a fait ses preuves. Vous avez déjà signé des clients, ça fonctionne. Donc, votre offre est validée. Vous avez aussi une façon de générer des rendez-vous, mais qui n'est pas encore prévisible. Peut-être que vous avez un canal organique, peut-être que vous faites du cold email, vous arrivez à générer des rendez-vous, vous closez quelques personnes, mais ce n'est pas scalable et ce n'est pas répétable. Vous êtes en mesure de convertir des sales calls, mais pas encore avec un taux de conversion qui est convenable. Et finalement, vous êtes probablement seul dans votre business. Et donc, toutes ces choses vont vous poser des problèmes lorsque vous allez vouloir scaler et dépasser les 15 000 euros par mois. Alors de 15 à 50 000 euros par mois, parlons de la théorie des contraintes. Encore une fois, c'est juste mon expérience, c'est ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vu à travers les dizaines d'entreprises qu'on a accompagnées. La théorie des contraintes, popularisée par Alex Hormozy, explique que la croissance de ton business est limitée par son point le plus faible. En fait, c'est comme une chaîne qui est limitée par son maillon le plus fragile. Concrètement, en fait, ton entreprise ne peut pas avancer plus vite que sa plus grosse contrainte. Et les contraintes, ça peut être le nombre de rendez-vous que tu génères, ça peut être ton taux de closing sur rendez-vous, ça peut être ton cash collecté. Donc par exemple, si ton offre est à 5 000 euros, mais qu'en moyenne tes clients ils te payent 2 500 euros maintenant et 2 500 euros dans un mois, ben ton cash collecté, c'est pas 5 000, c'est 2 500. Vous avez 50% de cash collecté sur votre offre globale. Et vous avez aussi d'autres KPI, par exemple la LTV client. Si vos clients ne restent pas avec vous sur le long terme, votre lifetime value, c'est-à-dire la valeur d'un client dans sa durée de vie lorsque vous bossez avec lui, ne sera pas assez élevée et donc vous n'allez pas pouvoir créer un business hyper rentable. Alors la théorie des contraintes, il faut d'abord identifier quel est ce maillon,
analyser les données de ton tunnel et optimiser cette contrainte jusqu'à qu'elle ne bloque plus ta croissance. Et une fois que cette étape est débloquée, une nouvelle contrainte apparaîtra et le processus recommence. Il faut juste développer les bonnes compétences. C'est ce qu'on fait pour nos clients d'ailleurs. On les accompagne chez Scalebametrics pour identifier la contrainte qui les empêche d'avancer et on règle cette contrainte. Ça peut être des entreprises B2B, donc des agences, des freelanceurs, des consultants ou même des softwares des fois qu'on a accompagnés ou même des produits physiques en B2B. Donc vraiment cette théorie, elle a fonctionné pour une panoplie vraiment large de types de clientèle. Alors, la meilleure image que j'ai trouvée pour vous montrer cette théorie des contraintes, c'est le fameux leaky bucket. Vous essayez de remplir votre entreprise avec un robinet de clients ou un robinet de sales call et vous avez énormément de fuites qui sont liées par exemple à votre taux de no-show sur vos rendez-vous de vente, à votre taux de closing, à votre LTV client et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à scaler. Alors maintenant, la question devient comment identifier sa contrainte principale. Alors, je vous ai préparé un petit miro board qui explique rapidement les différentes contraintes dans l'acquisition d'une entreprise. D'abord, vous avez les leads. Un lead, c'est tout simplement quelqu'un qui est plus ou moins intéressé, qui a montré son intérêt par rapport à votre entreprise. Ensuite, un lead se transforme en sales call. Puis, vous avez des personnes qui doivent se présenter à ce sales call. Vous devez avoir des personnes qualifiées qui se sont présentées. Puis, vous devez avoir un taux de closing intéressant, un niveau de cash collecté important et une lifetime value ou bien un taux d'ascension. Si vous avez d'autres produits dans le back-end et que vous signez des clients sur une offre d'introduction et que derrière, vous essayez de les upsell sur votre offre en back-end, qui est important. Alors, prenons step by step. Le nombre de leads, d'abord, vous avez le nombre de conversations que vous avez sur les réseaux sociaux, le nombre d'opt-in que vous avez sur votre page VSL, vous avez le nombre de cold email que vous envoyez ou le nombre d'impressions sur vos posts. Si jamais vous n'avez pas assez de leads, c'est tout simplement qu'une de ces variables-là n'est pas assez bonne et c'est tout simplement un problème de volume ou de qualité. Et il faut d'abord régler ça. Mais en général, la plupart des personnes qui regardent ces vidéos, elles ont plus ou moins réglé le problème de lead et elles arrivent au niveau des sales calls. Et là, la contrainte, ça peut être le taux de prise de rendez-vous. Par exemple, si vous faites des cold email, vous allez avoir des réponses, mais pas forcément des réponses qui se transforment en rendez-vous. Ça peut être, si vous êtes sur LinkedIn, le taux de transformation d'une conversation par DM en rendez-vous de vente. Et encore une fois, ça dépend de la plateforme et ça va dépendre de la qualité et du volume de ce que vous faites. Donc, c'est très difficile quand on a une contrainte au niveau du lead ou au niveau du sales call de vous donner des benchmarks. Je ne peux pas vous dire en moyenne, vous devez avoir 10 rendez-vous par semaine parce qu'au final, vous devez avoir un maximum de rendez-vous. Il n'y a pas de limite. Au pire, vous allez recruter une équipe commerciale pour vous aider. Et donc, la seule chose qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez en avoir un maximum et vous devez faire du volume et de la qualité. Il ne faut pas faire soit de la qualité, soit du volume. Vous devez faire du volume avec de la qualité. Par contre, une fois qu'on arrive en rendez-vous de vente, là, on a des KPI qui sont clairs. Par exemple, le taux de show-up. En moyenne, on a remarqué avec tous nos clients et aussi quand je vois d'autres personnes sur l'industrie qu'il vous faut au minimum des taux de présence à 70% et plus. En réalité, il faudrait aller chercher plus de 80%, mais si vous êtes au-dessus de 70%, on pourrait dire que ce n'est pas forcément une contrainte actuellement dans votre business. Ensuite, on a le taux de qualification. Donc, parmi les personnes qui se sont présentées, combien de personnes vous pouvez réellement aider? Et ça veut juste dire que la personne, elle a la problématique. N'essayez pas de me dire que la personne, elle n'avait pas les moyens de vous payer, qu'elle disait qu'elle n'avait pas le budget, donc elle n'était pas qualifiée. Ça, c'est juste un problème de valeur perçue et non pas un problème de qualification. Si vous avez des personnes qui ont la problématique que vous pouvez aider, mais que vous ne closez pas, votre problème, il vient de votre process de vente, de votre valeur perçue. Il ne vient pas du tout de votre taux de qualification. Par exemple, chez Scalebametrics, si tu viens nous voir et que tu es en B2C, on ne peut pas t'aider. On ne sait pas faire de B2C ou du moins, on ne veut pas le faire. Et donc, tu n'es pas qualifié. Et c'est là où je vais te compter dans les personnes non qualifiées. En moyenne, il vous faut à peu près 75% et plus de taux de qualification pour juger que ce n'est pas forcément une contrainte au sein de votre process. Puis vous avez le taux de closing. En moyenne, je dirais 25% devient bon et convenable, 25% sur les offres que vous faites et non pas sur les rendez-vous bookés. Bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire ouais, n'importe quoi, il vous faut 30% de taux de closing sur les personnes qui viennent en call ou pire encore, j'ai vu des dingueries récemment sur internet, des gens qui vous disent si vous closez pas 50 ou 60% des prospects qui prennent rendez-vous avec vous, c'est que vous savez pas closer. C'est du bullshit. Les meilleures équipes de vente américaines qui bossent sur des gros marchés que je connais closent à 30-35%. Donc si les meilleures équipes de vente sur le marché le plus ouf de la planète closent à 35% sur du live call, vous pouvez vous en sortir très bien si vous closez à peu près 20-25%.
Une fois que vous avez réglé cette contrainte, derrière, il va falloir voir votre cash collecté. En moyenne, il faudrait pouvoir collecter au moins 60% du prix de votre offre en upfront. Donc, si vous faites une offre à 10 000 euros, il faudrait collecter au moins 6 000 euros en upfront, puis collecter les 4 000 euros derrière. Si vous êtes en dessous de 60%, ça devient un petit peu tricky de scaler. Et surtout, vous avez un problème au niveau soit de votre pricing, soit de votre process de vente. Vous devriez être en mesure de collecter au moins 60% de votre offre en upfront sur le rendez-vous de vente. Et finalement, la LTV et l'ascension, je ne peux pas trop en parler parce que je n'ai pas un niveau assez élevé, assez d'expérience pour vraiment vous donner de la data à ce niveau. Mais un de mes mentors sur le marché US qui fait plus d'1 million par mois, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Selon lui, il m'expliquait qu'une lifetime value à plus de 10 000 dollars, donc s'il y a un client qui signe avec vous en moyenne sur l'entièreté de votre relation, en moyenne encore une fois, il vous rapporte au moins 10 000 dollars de chiffre d'affaires. Vous êtes bon. Parce que derrière, peut-être que ça va vous coûter 500, 1000, 1500 euros d'acquérir ce client le jour où vous allez mettre de la publicité en place ou d'autres canaux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un ratio coût d'acquisition, lifetime value élevé. Ce qui veut dire que tout simplement, vous avez beaucoup plus de lifetime value que ça ne vous coûte d'acquérir un client. Et c'est comme ça qu'on crée des offres scalables qui sont capables de scaler sur des canaux tels que la publicité. Parce que l'organique et la prospection, c'est génial, mais à moins que vous deveniez le futur Iman Gadzhi ou le futur Yomi Denzel, il y a très peu de chances que vous fassiez des millions par mois juste avec de l'organique et de la prospection. Il va falloir utiliser de la publicité à un moment ou à un autre. Alors, une fois que vous avez identifié là où les contraintes, parce que c'est possible que vous ayez plusieurs contraintes parmi celles que je vous ai présentées, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir trouver laquelle solve en premier. La question qu'il faut se poser, c'est laquelle vous bloque le plus. Donc, quand je dis laquelle vous bloque le plus, c'est à quel point elle est différente du benchmark. Si vous avez un taux de show-up à 20%, clairement, c'est probablement votre plus grosse contrainte, il va falloir la régler. Mais si vous avez un taux de show-up à 60%, mais que vous avez un taux de closing à 5%, ça ne sert à rien d'aller essayer de fixer vos taux de show-up. Vous avez un problème de closing d'abord. Allez régler votre problème de closing. Et une fois que vous allez signer à 20-25% minimum, derrière, ok, allons regarder le show-up rate, allons regarder la qualification. Mais il faut d'abord se concentrer sur la contrainte qui vous bloque le plus et celle qui est le plus simple à régler et qui va drastiquement impacter votre business. Comme il dit Hormozy, trouvez les choses qui vont avoir le plus d'impact et qui vont être le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Et en général, à ce moment de l'aventure, et même pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent soit le nombre de leads, donc en fait le nombre de sales calls que vous avez, ou votre taux de closing sur rendez-vous. Encore une fois, je fais une hypothèse, c'est que vous avez une offre d'introduction à plus de 2500 euros et que vos clients ne partent pas au bout de 2 semaines. Et que donc en fait votre offre elle est bonne et que votre delivery est bonne, que vous êtes compétent et que les gens sont contents de bosser avec vous et que vous apportez des résultats à vos clients. Mais si vous avez ces deux choses en place, en général votre problème il vient de votre nombre de rendez-vous ou votre taux de closing. Alors comment fixe ces contraintes? La première des choses, ça va être de track absolument tous vos inputs. Vraiment, c'est trop important. Il va falloir traquer le nombre de posts organiques et aussi leur performance, le nombre de calls Gmail envoyés et vos KPI de call Gmail, le nombre de conversations de setting que vous avez engagées sur Instagram et LinkedIn et le taux de prise de rendez-vous. À ce moment, c'est souvent un problème de volume et on ne peut pas se rendre compte d'à quel point on fait pas assez de volume si on ne le traque pas. Vous pensez à envoyer, 500 messages par semaine, mais le jour où vous allez vous mettre à traquer, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être envoyé 500 messages une semaine dans le mois et les 3 autres semaines, c'était la catastrophe. Et c'est pour cela que chez Scale by Metrics, pour moi-même, mais aussi pour nos clients, on met à disposition ce qu'on appelle un CEO dashboard. C'est un dashboard au sein duquel on va rentrer tous les KPI chaque semaine pour vraiment avoir un suivi clair et net de ce qu'on a mis en entrée du système parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'il y a en output de votre système. Donc, on traque tout, on fait plus de volume. Donc maintenant, plus de volume, ça ressemble à quoi? J'ai essayé, par exemple sur LinkedIn, de faire 2 fois, 3 fois plus de posts. C'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'à un moment ou à un autre, c'est pas linéaire. C'est pas parce que je fais 3 fois plus de posts que j'ai 3 fois plus de rendez-vous. Pour le cold email, on contacte 10 000, 15 000 prospects par mois, mais je peux pas en contacter 100 000. Le marché français, il n'est pas assez large. Donc, en tout cas, pour mon industrie et mon offre, j'ai eu besoin d'aller chercher d'autres canaux et commencer à créer du contenu sur d'autres plateformes et je vais vous montrer à quoi ressemble ce process, à quoi ressemble l'écosystème pour que vous puissiez potentiellement répliquer ce système-là. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on crée du contenu sur différentes plateformes. On a LinkedIn, on a YouTube, on a Instagram et tout ça, en fait, ça génère de l'attention. Et cette attention, on doit la convertir d'une manière ou d'une autre. Donc pour la convertir, aujourd'hui, on a 2 mécanismes chez Scale by Metrics. On a un groupe school gratuit au sein duquel on a un challenge 100% gratuit de 5 jours qui vous permet à tout le monde
en 5 jours de mettre en place des stratégies de prospection et d'acquisition. Donc on apporte de la valeur, mais aussi on va construire un vivier à lead au sein de notre groupe Skool. Et on a une newsletter. Et en fait, quand quelqu'un rejoint le Skool ou rejoint la newsletter, en fait, il rejoint les deux parce qu'il va être ajouté avec des automatisations Zapier et Make aux deux plateformes. Derrière, les personnes vont nous trouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Ils seront encore ajoutés à Skool, à la newsletter. La newsletter va repousser les personnes vers YouTube encore une fois. Et en fait, ça devient juste un énorme écosystème qui travaille sans même que tu puisses réellement traquer et attribuer l'acquisition que tu as fait d'un certain client à une plateforme. Parce que tes clients, en fait, ils te suivent sur toutes les plateformes. Et tout cet écosystème va te générer des rendez-vous sur Google Meet. En plus de cet écosystème organique qui se passe, il y a aussi les méthodes mécaniques dont je t'ai parlé plus tôt. Donc pardon, je voulais dire organique ici et ça c'est mécanique. Donc mécanique, c'est la prospection et les messages sur LinkedIn et par cold email. Le cold email actuellement chez Scalebametrics, moi j'ai 400 adresses mail. On contacte 10 000 prospects uniques par mois. On a 5 campagnes en A/B testing qui tournent tout le temps. Et on a un setter qui répond aux personnes qui reçoivent nos cold email pour les booker dans mon calendrier directement. Faut vous dire aujourd'hui que je n'ai quasiment plus du tout à faire avec nos process de cold email. C'est complètement délégué. Ça tourne quasiment tout seul. On a une personne qui est en charge de nos campagnes. On a un setter en charge des réponses. Et moi, j'ai littéralement juste des rendez-vous qui tombent dans mon calendrier. D'un autre côté, sur LinkedIn, on a un setter et sur Instagram aussi. Donc un setter, quelqu'un qui va contacter les prospects à votre place. Parce que c'est important d'envoyer des messages par vous-même, de comprendre le process. Mais à terme, lorsque vous allez scaler, vous avez besoin de déléguer ça. Ce n'est pas votre rôle en tant que CEO d'envoyer toute la journée des messages et des cold email. Il va falloir déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas déléguer quelque chose qui n'a pas déjà fait ses preuves. Bref, tout ça pour dire qu'on a un setter qui envoie au moins 100 nouveaux messages par jour et qui follow up avec toutes les personnes avec qui on est déjà entré en conversation par le passé. Et donc ça aussi, ça génère des rendez-vous. Donc on a le cold email, on a le setting LinkedIn, on a tout cet écosystème. Ça vous donne donc vraiment un système d'acquisition, un process d'acquisition complet qui va vraiment permettre de générer des dizaines et des dizaines de rendez-vous qualifiés par mois. Et derrière, la majorité des personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font l'erreur de penser que le process il s'arrêtait là. Qu'en fait, une fois que quelqu'un est arrivé sur Google Meet, il fallait le closer. Et si vous ne le closez pas, vous l'avez perdu. Selon moi, c'est beaucoup de bullshit ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous allez souvent avoir une contrainte de taux de conversion sur rendez-vous. C'est parce que vous n'avez pas un process pré-rendez-vous optimisé. Je m'explique. Si vous bookez un rendez-vous avec Scalebametrics aujourd'hui, vous allez tomber sur une page de remerciement sur laquelle on va d'abord vous remercier d'avoir pris rendez-vous, mais surtout, on va vous expliquer quoi faire, comment se présenter au rendez-vous, on va vous demander de confirmer votre présence, on va vous donner une vidéo ou deux qui explique un peu notre process, qu'est-ce qu'on a à proposer à nos clients, on va aussi vous donner des interviews clients à regarder et donc on va vraiment élever votre niveau de conscience par rapport à notre entreprise et ce qu'on a à proposer et les résultats qu'on a déjà eus. Et donc, vous arrivez en call beaucoup plus près, beaucoup plus chaud que si vous aviez juste reçu un call d'email, vous aviez pris rendez-vous et qu'on avait essayé de vous closer sur le call. De plus, on va vous envoyer par email des études de cas, on va vous envoyer par email des rappels, des informations complémentaires. Et donc, le jour où vous arrivez sur le rendez-vous, ça va être beaucoup plus simple d'avoir une conversation qui est spécifique à votre entreprise parce que vous avez déjà énormément d'informations par rapport à Scalebametrics. Certaines personnes, on arrive à les closer en un call. D'autres personnes, elles vont avoir besoin de 2 rendez-vous. Tout à fait normal. Et là, à votre avis, qu'est-ce qui se passe entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2 ? Ils ne vont pas juste s'allonger dans leur lit le soir comme ça, dormir et penser à vous. Si jamais ils y réfléchissent vraiment et que ce n'était pas juste un écran de fumée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rechercher sur Internet pour voir si vous n'êtes pas un escroc. Et c'est là que vos études de cas et vos interviews clients vont vraiment vous aider et vous démarquer de la compétition. C'est aussi là que vos vidéos YouTube et votre contenu va encore plus les aider à décider de bosser avec vous plutôt qu'un autre. Et quand ils vont arriver, lorsqu'ils vont arriver sur le deuxième rendez-vous, ça va être beaucoup plus simple de les closer et de travailler avec eux. Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup ce terme closer, etc. Mais au final, c'est juste bosser avec des personnes et leur apporter de la valeur. Et c'est normal, vos clients ou vos futurs clients, ils ont besoin d'être certains, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont envie de savoir que vous êtes compétent, que vous avez déjà bossé avec d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on met en place tous ces process. C'est pas juste pour manipuler des gens. On n'est pas là à manipuler des gens. On veut juste leur montrer, voilà ce qu'on a déjà fait par le passé, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Ayons une conversation intelligible et structurée, ça n'engage à rien, mais si on peut t'aider, bossons ensemble. Et ces personnes, certaines d'entre elles, vont quand même pas bosser avec vous, même si vous pouvez réellement les aider. Et là, une de nos armes secrètes, c'est qu'on les ajoute à notre newsletter et à ce que j'appelle une Objection Handling Sequence. Ça veut dire quoi ce charabia? C'est tout simplement une séquence qui va traiter les objections les plus communes. Au lieu d'aller directement dans notre newsletter, ils vont commencer à recevoir Day 1, Day 2,
day 3, tous les jours, jusqu'à qu'on ait traité toutes les objections, un email par jour qui traite une des plus grosses objections qu'on a sur les rendez-vous de vente. Et à chaque fois, on va leur donner de la social proof avec des résultats clients pour les aider à revoir leurs décisions et potentiellement les convaincre de revenir vers nous et de bosser avec nous. Et à la fin, s'ils n'ont pas décidé de bosser avec nous, eh bien, ils seront tout simplement ajoutés à la newsletter et ils recevront 1, 2 ou 3 emails par semaine full valeur qu'on envoie à la newsletter. Et c'est ça, le process global, organique, prospection, mise en place du sales process, plus derrière les process de nurturing avec la newsletter et le groupe school qui nous ont permis d'arriver à ce type de résultats. Maintenant, à ce stade, vous ne pouvez plus vraiment identifier d'où proviennent les prospects parce qu'en fait, ils vous suivent sur toutes les plateformes. Votre entreprise devient une machine à générer de l'attention et le plus difficile ici, ça devient d'être consistant. Je le répète, si vous ne traquez pas vos inputs, c'est extrêmement difficile de voir la corrélation entre un input et un output. Alors, certains d'entre vous vont me répondre « Ouais, mais Othman, j'ai pas le temps. Othman, je bosse déjà 10 heures par jour, j'ai des clients, je peux pas tout faire. » Alors, premièrement, la vie, vos clients, le marché, il n'en a rien à faire que vous ayez du temps ou pas. Donc déjà, il va falloir prioriser, parce que si vous ne priorisez pas l'acquisition, vous allez juste aller nulle part. Maintenant, c'est à vous de décider si c'est une priorité. Si ce n'est pas une priorité et que vous n'avez pas le temps, vous allez rester là où vous êtes. Maintenant, il y a des méthodes, bien sûr, pour vous aider à dégager du temps. Et une de ces méthodes, c'est de se faire aider par des agents IA. Moi, j'ai un biais parce que je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation, mais c'est à la portée de tout le monde. Je ne me passe pas plus de 30 minutes par jour sur ma création de contenu et sur ma prospection. Pourtant, je produis des dizaines de pièces de contenu sur toutes les plateformes et mes campagnes de prospection sont ultra ciblées et personnalisées. Alors, un agent IA, c'est quoi? Un agent IA, c'est d'abord une IA qui fait des tâches spécifiques, entraînée, qui a du contexte et qui vous aide à aller plus vite. Je m'explique. Vous ne pouvez pas utiliser un GPT simple pour toutes vos tâches. Vous devez savoir déjà quelle IA utiliser. Est-ce que c'est OpenAI? Est-ce que c'est Claude? Est-ce que c'est une autre IA sur le marché, dépendamment de la tâche? Et ça va vous demander de comprendre l'écosystème des différentes IA qu'il y a sur le marché. Chaque projet qui est chaque agent IA que vous allez construire est un projet au sein d'une de ces plateformes. On va lui assigner une seule tâche. Par exemple, ça peut être le copywriting, mais si c'est le copywriting, vous n'allez pas avoir la même IA qui va rédiger vos posts LinkedIn, votre newsletter, vos scripts de short sur Instagram et TikTok, et donc il va falloir les entraîner. Et on ne peut pas juste avoir un bon prompt pour entraîner les IA. Les IA doivent être entraînées sur votre style, votre marque et les contraintes et les règles à suivre pour produire du contenu de qualité. Sinon, on se retrouve à avoir du contenu robotique ou des messages bidons avec des emojis de partout qui seront postés sur LinkedIn. L'IA doit surtout tout connaître sur vous, votre business, votre avatar client. Mais quand je dis votre avatar client, c'est dans les moindres détails. C'est-à-dire ses craintes, ses désirs, ses peurs, ses douleurs. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? C'est quoi la promesse de votre entreprise, vos compétiteurs? Toutes ces choses qui vont vous permettre d'élever le niveau de conscience de votre marché face à votre solution pour permettre de faire passer vos prospects qui vous suivent à l'acte. Et finalement, cette IA, en fait, elle ne vous remplace pas. Ce n'est pas l'idée. On va juste vous faire aller plus vite. En une matinée, vous pouvez avoir vos 10 posts LinkedIn, vos scripts de short, votre newsletter, vos posts sur School et même personnaliser vos mails de prospection pour les 200, 500 ou 2000 personnes que vous allez contacter par cold email sur la semaine. Et en fait, si vous ne personnalisez pas vos messages de prospection et que vous n'avez pas une raison valable de contacter vos prospects, et ça vient de la segmentation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous personnalisez un message de prospection, mais que vous le personnalisez juste pour le personnaliser, pour dire, bon, c'est personnalisé, c'est mieux que rien, en fait, ça ne sert à rien. La personnalisation, c'est utile que si ça vous donne une raison valable de contacter vos prospects. Par exemple, bonjour XYZ, j'ai vu que vous aviez cette news au sujet de votre entreprise. Parce que j'ai vu que vous aviez cette news, voilà pourquoi je vous contacte. Notre solution est un bon fit. Mais si vous dites salut XYZ, j'ai vu que vous êtes allé à cette école. Ah, c'était sympa, Lyon, j'adore cette ville. Et ensuite, vous enchaînez sur votre offre. On n'en a rien à faire en fait de savoir qu'ils sont allés à une université à Lyon pour ensuite leur parler de votre solution. Ça ne fait aucun sens. Et vu que ça prendrait des heures de créer ce type de personnalisation à la main, c'est l'IA qui vous permettra de faire ça. Il y a d'autres façons d'utiliser l'IA. Je ne suis pas rentré dans les détails au sein de cette vidéo, mais une autre, ce serait par exemple d'utiliser des automatisations pour qu'on vous prévienne par SMS ou par Slack ou par email lorsque vous avez eu une réponse positive et qu'il faut aller lui répondre. Si vous envoyez des milliers de messages par semaine ou par mois à l'aide du cold email, vous allez avoir beaucoup de réponses négatives aussi et il faut prioriser les réponses positives pour leur répondre le plus vite possible. Une étude d'Harvard a montré que si vous répondez à un lead en moins de 5 minutes, vous augmentez votre chance de booker un rendez-vous de 400%. Imaginez, entre 5 et 15 minutes, je crois qu'ils avaient fait leur étude. Donc la rapidité de réponse est trop importante.
Donc en fait, il n'y a rien qui va marcher si vous n'avez pas toutes ces choses en place, à moins, disclaimer, que votre offre soit vraiment incroyable. Et ça, ben, si c'est le cas, normalement, vous n'avez pas besoin de tout ça et vous ferez déjà des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais si vous avez une offre qui fonctionne, mais qui n'est pas non plus hors du commun, vous allez avoir besoin de mettre en place toutes ces choses-là. Finalement, on a le recrutement et le management. Donc il est quasi impossible de passer le palier des 15-20 cas par mois sans recruter. J'ai essayé de le faire, hein. Mais franchement, si je pouvais ne pas avoir d'équipe, pas payer de salaire, ne pas avoir de complexité ajoutée à mon business, ça aurait été le rêve, hein. Mais c'était juste pas possible, on ne peut pas tout faire tout seul. Il va donc falloir traquer son temps, identifier où est-ce que vous passez le plus de temps, et je vais vous expliquer tout de suite avec quel outil le faire d'ailleurs, vous allez voir, c'est un outil de malade. Créer des SOP et des process, donc des Standard Operating Procedures, qui veut tout simplement dire de la documentation qui va aider vos employés à suivre un process clair pour pouvoir délivrer une certaine tâche. Vous allez devoir recruter là où ça fait mal et manager votre équipe. Donc step 1, c'est le tracking et l'identification. Utilisez une app qui s'appelle Clockify. Clockify, c'est une app géniale qui est 100% gratuite qui va vous permettre de traquer tout ce que vous faites. Et vous devez passer un maximum de temps à générer des calls et closer des calls. C'est tout. C'est votre rôle en tant que CEO. Si vous ne faites pas ça au moins 70 à 80% de votre temps, il y a un problème. La plupart des personnes qui nous regardent, en fait, ils font 5 à 10% de leur temps de la prospection, de la création de contenu et de la vente. Et 80-90% de leur temps, il est passé à délivrer du service à leurs clients. Et si vous faites ça, c'est normal que vous n'arrivez pas à avancer. Et il faut d'abord identifier quelles sont les tâches sur lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, une fois que vous les avez identifiées, vous devez mettre en place des process et des SOP. Avant même d'avoir recruté des gens, comme ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut le jour où quelqu'un rejoint votre boîte. Et en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Tout ce que vous devez faire pour chaque tâche, c'est d'abord identifier le process et les micro-steps, ajouter toutes les informations nécessaires à un Notion, filmez-vous en train de faire la tâche avec un Loom et ajoutez les ressources et les trainings nécessaires. Ça ressemble à ça chez nous, par exemple, ça c'est un des tutoriels qu'on envoie à nos clients, c'est un tutoriel Calendly. Il y a une vidéo de moi qui explique comment setup le Calendly, j'explique pourquoi c'est important, comment le faire et toutes les étapes, même à l'écrit. Et à la fin, ce que j'aime mettre, c'est une section qui dit, si vous voulez vous assurer d'avoir bien fait tout ce que je vous ai expliqué, voici la checklist des choses à cocher. Et si vous cochez toute cette checklist, c'est que tout a été fait correctement. Au début de mon aventure chez Scalebametrics, je créais des SOP alors que j'avais aucun employé, que je faisais peut-être 5-10 000 euros par mois. Mais ça m'a permis, le jour où j'ai recruté, d'avoir déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de SOP et juste plug quelqu'un dans le système en le manageant avec beaucoup plus d'efficacité que la plupart des boîtes. Vous allez probablement devoir recruter à deux endroits. Et en fait, on recrute là où ça fait mal. D'abord, vous recrutez pour la delivery. Donc, il faut sortir de la delivery de votre service en premier lieu et au niveau du setting et de la prospection. Parce qu'en fait, votre rôle, ça va être surtout de créer du contenu et de prendre plus de rendez-vous de vente par vous-même avant plus tard un jour de recruter un closer. Et si vous passez votre temps à prospecter manuellement, tant que vous avez validé le process et que vous savez comment le faire, il sera temps de recruter un setter à la commission, donc quelqu'un qui va venir contacter à votre place vos prospects manuellement en DM sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, par téléphone et qui prendra un pourcentage à la commission des deals que vous allez signer. Et il faut mettre autant d'efforts dans votre tunnel de recrutement que votre tunnel d'acquisition en fait. Parce que si vous voulez attirer des talents, ils ont énormément de boîtes qui veulent les recruter. Donc pourquoi ils veulent bosser pour vous et pas quelqu'un d'autre? Moi jusque-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé des LinkedIn Job Ads, Indeed et Welcome to the Jungle. Je dépense quelques centaines d'euros sur la plateforme. Vous pouvez aussi utiliser votre réseau ou votre audience si vous avez une assez bonne audience. Mais j'avais ni audience ni réseau quand j'ai fait ça, donc j'ai utilisé ces plateformes. Vous devez avoir un VSL de recrutement et une page de vente. En fait, quand on recrute chez Scalebametrics, je prends le temps, comme une page de vente, de vendre la position pour laquelle on recrute avec un bon copywriting, comme si je vendais un produit, et je fais une vidéo pour vraiment nous démarquer des concurrents. Et finalement, je mets un Typeform où on va collecter les applications, on pose des questions pertinentes sur leurs compétences et on demande un Loom vidéo pour filtrer les personnes qui ne veulent pas prendre le temps de bien faire les choses. Si quelqu'un ne prend même pas 10 minutes à se filmer, ou même pas 10 minutes, 1 ou 2 minutes à se filmer sur Loom pour se présenter, ce sera probablement pas un bon employé. Et donc ça nous permet de filtrer déjà 80% des applicants et de prendre des entretiens seulement avec ceux qui en valent la peine. Step 4, une fois que vous avez recruté quelqu'un, c'est d'avoir des templates de tracking pour votre project management. Chez nous,
Tout l'onboarding et les client management, c'est templaté. Ça veut dire que pour chaque nouveau client, on sait exactement qu'est-ce qui doit être fait, quand est-ce que ça doit être fait, par qui ça doit être fait, et chaque tâche a son SOP qui lui est associé dans notre project management system. Il ressemble à ça, je vous ai pris un screenshot, donc on a vraiment au niveau de l'onboarding chacune des steps avec chacune des personnes au sein de la boîte qui doit s'occuper de cette tâche. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour passer à cette prochaine étape, j'ai mis les liens de Scale-by-Metrics dans la description. Et nous, les next steps pour aller chercher les 100 000 euros par mois, ça va être d'abord plus de volume organique. Donc quand je dis plus de volume organique, c'est-à-dire doubler le nombre de posts LinkedIn qu'on va produire, ajouter de la vidéo sur LinkedIn et pas faire juste des posts à l'écrit. Accélérer sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a un lien dans la description, et être consistant sur la valeur que l'on apporte dans le school et la newsletter. Donc ça c'est la partie organique. Pour la partie prospection, on va continuer de contacter entre 10 et 15 000 prospects uniques par mois par cold email, chercher les 1000 conversations par semaine en setting sur Instagram et LinkedIn, et on a l'arrivée d'un cold caller chez Scale-by-Metrics pour faire encore plus d'outbound et encore plus de prospection et nous ouvrir des nouveaux canaux pour notre acquisition que nos compétiteurs n'utilisent pas parce qu'ils ont la flemme de faire du cold calling. Pour ce qui est du recrutement, il est bientôt fini pour moi, il est bientôt temps pour moi de me retirer de la partie sales et communication client. Je vais devoir recruter un client success manager et probablement un closer. Et plus tard, il y aura l'arrivée des ads. J'ai déjà signé quelques clients avec de la publicité payante, mais on les a arrêtés parce que j'avais pas trop le temps de gérer notre funnel et on dépensait des milliers d'euros dessus. Donc je voulais pas faire les choses n'importe comment et je relancerai ça quand il sera temps, quand on va faire, je sais pas, 50, 60, 70 cas par mois de manière consistante tous les mois. Là, peut-être que mettre les ads, ça fera du sens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ultra intéressante qui explique mon plan pour signer 200 clients high ticket step by step en 2025. Vous pouvez cliquer dessus, il y a un lien dans la description aussi pour la visionner. C'était Othman, merci et je vous dis à la semaine prochaine.